Bonjour à tous, merci d'être fidèles aux grandes questions du sport sur Sport en France. Aujourd'hui, un thème, il fallait oser, que sera le sport en 2050 ? Alors évidemment, on va dire beaucoup de choses, certaines seront vérifiées, on ne sera peut-être pas là pour le voir, mais en tout cas, on va essayer de porter un regard, j'allais dire scientifique, de spécialistes sur ce que pourrait être l'évolution du sport dans les années à venir, et Dieu sait qu'elles vont être importantes, ces évolutions. On va le faire avec Maël Besson, qui est avec nous. Maël, merci d'être là. Bonjour. Spécialiste surtout de transition écologique. On a eu l'occasion de déjà faire une émission ensemble, et on va essayer de voir comment le sport va s'adapter, ou comment va-t-il subir justement toutes les évolutions du domaine qui est le vôtre, donc de la transition écologique. Et puis Alain Arvin-Béraud est avec nous en duplex. Alain, bonjour. Vous êtes philosophe, Bonjour. vous êtes historien de l'Olympisme, directeur de l'Amos Business School à Lyon. Et vous avez un regard justement un peu large, ce qui nous intéresse, avec un peu de hauteur, sur le sport et l'Olympisme en particulier. Et puis nous rejoindra ensuite Lucas Aubin. Lucas, bonjour. Vous êtes géopolitologue à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et vous êtes spécialisé dans le sport, ça nous intéresse, mais aussi spécialiste de la Russie. Et Dieu sait qu'en ce moment, tout ceci est d'actualité, et tous ces phénomènes géopolitiques auront évidemment une incidence sur l'évolution du sport et de ses compétitions. Donc on vous retrouve dans quelques instants pour l'évoquer. Mais auparavant, on va peut-être, poser le décor avec vous, Alain Arvin-Béraud. Philosophe, historien de l'Olympisme notamment. Si on faisait un raccourci, si on avait une vision un peu simpliste pour commencer, on dirait, finalement, on peut peut-être être un peu inquiet sur les événements sportifs traditionnels. Est-ce qu'ils auront encore une place dans 30 ans ? Est-ce que ça va être une révolution ou une simple évolution ? On voit qu'il y a de moins en moins de villes qui sont candidates pour organiser les Jeux Olympiques. On voit qu'il y a des sports qui commencent à poser des problèmes, on le verra tout à l'heure, en termes de transition écologique. Est-ce que c'est bien raisonnable de faire venir des chevaux du monde entier pour concourir dans un même lieu ? Alors, votre avis, Alain Arvin-Béraud, pour commencer. L'organisation du sport telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce qu'elle est susceptible de connaître une vraie révolution, ou est-ce qu'on va aller, à votre avis, vers une évolution plus tranquille ? Déjà aujourd'hui, le sport est confronté à plusieurs évolutions qui ne sont pas toujours affichées comme telles d'ailleurs par le mouvement sportif, puisque la grande marque du sport contemporain depuis une vingtaine d'années, c'est le développement du sport dit individuel, mais enfin du sport pour tous. En gros, donc, le sport était tout le temps associé exclusivement à un club. Aujourd'hui, le sport est une personne. Alors, pour l'avenir, vous avez raison tout à fait de souligner la situation critique du mouvement olympique, très critique, puisque les candidatures diminuent sans cesse. Il a fallu affecter 2 éditions pour assurer 2024 et 2028. Et les manifestations sportives qui génèrent, comme on sait, beaucoup d'émissions de gaz de serre, enfin de pollution, sont forcément remises en cause dans cette organisation. Le plus bel exemple, ce sont les Jeux olympiques d'hiver dont on parle rarement. Une étude américaine qui vient de sortir montre que sur les 21 éditions des Jeux d'hiver jusqu'à Sochi, en prenant des critères respectant le développement durable, il n'y aurait qu'une ville qui pourrait les organiser, c'est Albertville. Donc ça montre effectivement qu'on arrive à un moment, disons une transition, moi je dirais plutôt qu'une révolution, c'est une transition dont on ne sait pas effectivement quelle forme elle va prendre, mais ce qui semble irréversible, c'est que le sport fait partie de la société, avec ou sans le mouvement sportif, avec ou sans les Jeux olympiques. Vous avez Première. ouvert la porte, si j'ose dire, à Maël Besson, hein, parce que le premier sujet a été le sujet de l'écologie. Est-ce que c'est aussi inquiétant que cela, ce que dit Alain Arvin-Béraud ? Oui, c'est inquiétant. Et puis, ça ne vous a pas échappé que hier, la sortie du troisième volet du sixième GIEC. rapport du GIEC est sortie, et qu'il annonce qu'on n'a plus que 3 ans avant d'infléchir la courbe de nos émissions de gaz à effet de serre. En gros, il faut qu'on ait, d'ici 2025, atteint le pic de nos émissions et qu'on commence à redescendre, et qu'à 2030, on soit déjà sur une division par 2 de nos émissions. Donc en fait, et c'est pas
comment dire, c'est un principe de réalité. Le sport va être confronté à ces problématiques de dérèglements environnementaux, aux conséquences des dérèglements environnementaux, à sa responsabilité des impacts qu'il peut avoir sur l'environnement, direct ou plus ou moins indirect par l'influence qu'il a sur nos modes de vie. Et puis, il va falloir aussi qu'il s'adapte aux mesures qu'on va devoir prendre pour limiter le dérèglement climatique. Par exemple, l'interdiction de publicité néfaste pour l'environnement peut avoir un impact sur le modèle économique du sport. Donc le sport a tout intérêt à intégrer ces enjeux-là le plus rapidement possible. Est-ce qu'on va aller, parce qu'on essaie aujourd'hui vraiment de se projeter en 2050 minimum, est-ce qu'on va aller... Moi je regarde des chiffres. En 1912, il y avait 20 événements sportifs mondiaux qui étaient organisés, 20 dans toute l'année. Après, en 1987, il y en avait 660. Et à partir de 2005, plus de 1000. C'est-à-dire que tous les sports organisent des événements mondiaux. Tout le monde se transporte pour aller se retrouver entre meilleurs du monde dans tous les domaines. Est-ce que ça peut continuer ? Malheureusement, non. Si on prend un principe de réalité... Le téléspectateur qui entend ce que vous dites, ça c'est fini ? On est obligé d'aller vers une sorte de sobriété. On a vécu une période d'accélération, mais pas que sur les événements sportifs, sur la fréquence des événements sportifs, sur beaucoup de choses. Et les principes de réalité, les limites planétaires de notre planète, fait qu'il va falloir à un moment donné, en tout cas, les faire autrement. Alors, réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire à un moment donné faire peut-être moins de déplacements internationaux et diminuer la fréquence des événements. Et c'est pas forcément... Il ne faut pas le voir comme quelque chose de forcément négatif. Le Super Bowl, quand on regarde, il y a finalement peu de matchs au regard d'autres compétitions internationales. Donc la réduction du nombre de matchs ne fait pas la réduction de la qualité et de l'effervescence qu'on peut vivre à travers ces événements. Alors, avant de revenir sur l'écologie, tout à l'heure en fin d'émission, j'aimerais revenir avec Alain Hervin-Béraud sur le côté géopolitique. Pourquoi, aujourd'hui, à votre avis, vous qui êtes un spécialiste notamment de l'olympisme, pourquoi les pays, j'allais presque dire, pardon pour le raccourci, hormis les pays totalitaires, on y reviendra aussi, qui trouvent là le moyen de se faire une promotion, pourquoi les pays dits classiques sont-ils aussi aujourd'hui frileux lorsqu'il s'agit d'accueillir des grands événements comme les Jeux Olympiques? Avant, on se battait pour avoir les Jeux, c'était un exploit d'obtenir les Jeux. Et là, Paris et Los Angeles se sont fait un petit partage parce qu'ils étaient plus que deux en compétition. Avant, on se battait, oui, on se battait parce que c'était les États, enfin les villes bien évidemment, mais derrière les États. Je veux juste rappeler qu'entre 1896, par exemple, et 1988, qui court à peu près 25 éditions des Jeux d'été, ce qu'il faut savoir, c'est que 60% de ces éditions ont fait l'objet d'un boycott. Alors, vous voyez, 60%, plus de la moitié. Alors, c'était des boycotts d'un pays ou de deux pays. Il y a eu des boycotts très importants, 22 pays pour les Jeux de Montréal venant d'Afrique. Il y a eu les boycotts de Moscou et de Los Angeles en 84. Et ce qui a d'ailleurs conduit le CIO à revoir peu à peu ses critères d'attribution. Et la fin du mur de Berlin et la chute de l'Union soviétique, c'est un sujet malheureusement actuel, a quelque peu libéré. Mais depuis 2000, ce qu'on constate, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, non seulement il y a 2, 3 villes qui candidatent alors qu'elles étaient plusieurs à avoir déposé un dossier. Aujourd'hui, on est face au boycott des opinions publiques. C'est-à-dire que ce ne sont pas les villes ou les États qui refusent de se présenter, mais vous avez le cas d'Hambourg, de Boston, de Rome, de Madrid, même d'Oslo, qui est pourtant une terre olympique, où les institutions politiques et sportives étaient favorables à la tenue des Jeux, et les référendums qui ont été tenus dans ces cités ont refusé les Jeux olympiques pour une raison qui est malheureusement un peu aussi un fait de réalité, c'est-à-dire le gigantisme, la corruption, le dopage, et puis le peu d'utilisation des équipements sportifs qui sont construits au moment des Jeux, même si c'est une part faible du budget des Jeux olympiques, qui deviennent ce qu'on appelle des éléphants blancs. Surtout, ce qu'on sait peu d'ailleurs, c'est que l'impact des Jeux olympiques sur l'augmentation de la pratique sportive, c'est un leurre, sauf à avoir une recrudescence de licenciés en judo, parce que Teddy Riner a gagné, en handball, parce que de France, mais c'est très éphémère.
C'est la raison pour laquelle les Jeux de 2024 à Paris ont prévu que cette organisation-là permette à 3 millions de nouveaux pratiquants de toucher le sport. Vous vous rendez compte, c'est très ambitieux. Et aujourd'hui, on ne sait pas d'ailleurs quelles sont vraiment les mesures qui seront prises pour développer ce que je disais tout à l'heure, le sport comme une personne. Alain Hervin-Béraud, on va attaquer dans quelques instants le sujet, qui est peut-être le sujet principal de cette émission. Et Lucas Aubin rentrera en piste, si j'ose dire, pour parler vraiment géopolitique et quel est l'intérêt des États aujourd'hui d'aller dans ce sens-là et de se mettre peut-être, pour certains, en porte-à-faux avec leur population. Moi, j'aimerais quand même juste souligner, puisque vous disiez qu'il n'y avait pas d'impact réel sur la pratique du sport, est-ce qu'on peut dire que dans l'aménagement du territoire, au moins, le fait d'avoir les Jeux Olympiques a des vertus? Est-ce qu'il y a une accélération d'équipement, etc. On le voit peut-être pour Paris 2024 lorsqu'on organise les Jeux Olympiques. Vous avez raison, c'est la vertu. Ah ben voilà, Voilà une. C'est la vertu. Et c'est ce qu'on a eu du mal à comprendre pendant des années, les organisateurs aussi, c'est qu'en fait, les Jeux Olympiques sont une occasion, effectivement, de rénovation urbaine, de reconnaissance internationale, certes, mais que globalement, sur les budgets des Jeux, on a 80% qui est consacré aux infrastructures, aux équipements publics, à un aéroport, à des échanges internationaux, seulement 20% sur les équipements sportifs. Et la tendance se confirme avec les Jeux de Paris, puisque parmi les dossiers qui étaient déposés, le CIO souhaitait le moins possible de création d'équipements sportifs pour éviter le phénomène des éléphants blancs. Et je terminerai en disant, puisque j'ai vécu les Jeux Olympiques de Grenoble, ce qui me rajeunit vis-à-vis de vous, c'est que Grenoble, par exemple, qui était, il faut dire, une ville inconnue quand elle a obtenu les Jeux Olympiques en 68, c'est une ville qui s'est totalement transformée grâce aux Jeux Olympiques. Avec Jean-Claude Killy, bien évidemment, et les performances de nos filles et tout. Mais le paysage urbain de Grenoble, qui est devenu une métropole, sur lequel l'entreprise Caterpillar est venue parce qu'il y avait les Jeux, Hewlett-Packard aussi est venu parce qu'il y avait les Jeux. Donc effectivement, la vertu des Jeux Olympiques, c'est cet impact très positif sur l'aménagement du territoire. Je ne parle pas d'Aberville, avec l'accès aux Savoies, etc. On parle dans quelques instants de l'aspect plus géopolitique qui va nous permettre justement de nous projeter vers l'avenir et de savoir si ces Jeux Olympiques et si ce sport en général est en danger ou est condamné en tout cas à revoir totalement son logiciel. On se retrouve dans quelques secondes. Deuxième partie de ces grandes questions du sport avec cette question justement, à quoi ressemblera le sport en 2050? Alors nous sommes avec Alain Hervin-Béraud, toujours en direct de Lyon. Maël Besson est à mes côtés. Et puis Lucas Aubin est là. Lucas Aubin, bonjour, géopolitologue, je vais y arriver, à l'IRIS, cette fameuse institut de relations internationales et stratégiques, spécialisé sur la géopolitique du sport et sur la Russie. On y reviendra dans quelques instants. Alors, si on se projette dans l'avenir, quel est aujourd'hui l'état des lieux en termes de géopolitique? Est-ce que l'impact du sport est toujours aussi important? Moi, j'ai en tête évidemment la fameuse RDA des années 80, où le sport a vraiment changé l'image de ce pays et où on a donné des moyens qu'on a pu condamner ensuite très très importants pour le développement du sport en RDA, en République démocratique d'Allemagne. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enjeu est aussi important en géopolitique? Est-ce que les pays qui veulent se faire une virginité ou qui veulent donner une image X ou Y utilisent toujours autant le sport qu'avant? Ah oui, complètement, ça n'a pas changé. Je dirais même que ça s'est amplifié en réalité. Depuis la chute de l'URSS, on s'est aperçu finalement que les États, autres que les pays occidentaux, ont cherché à s'accaparer également l'organisation des événements sportifs. Donc avant, en 1980, avant les JO de Moscou, finalement, les grands événements sportifs, ce qu'on appelle les méga-événements, étaient finalement l'apanage des puissances occidentales. Et à la chute de l'URSS, c'est comme si finalement le CIO, la FIFA, etc., les grands organes du sport mondial ont décidé de s'ouvrir aux puissances émergentes, donc ce qu'on appelle communément finalement les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et on a pu observer que dans les années 90 et 2000,
ces nouvelles puissances qui arrivaient sur le devant de la scène internationale d'un point de vue économique ont cherché à s'approprier les événements sportifs pour justement diffuser leur aura d'un point de vue culturel à travers l'ensemble de la planète. Et donc on a vu, on ne peut évidemment pas passer à côté du mondial de football sud-africain, des JO et du mondial de football au Brésil. Effectivement, il y a tous les événements sportifs qui se sont déroulés en Russie entre 2010 et 2018, JO de Sochi 2014, mondial de football 2018, etc. Donc, on a tout ça. Et bien entendu, on a dans quelques mois le mondial de football au Qatar, un pays qui, n'avait pas pour culture footballistique, n'avait pas une culture footballistique extrêmement développée avant justement de décider de faire du sport un élément important de son pouvoir. Donc voilà, donc on a un nouvel ordre mondial du sport qui s'est dessiné depuis une vingtaine d'années et il y a fort à parier pour que il continue à aller dans ce sens dans le futur. Alors, sans caricaturer, j'aimerais faire une petite pause pour évoquer deux sujets. La prochaine Coupe du Monde, est-ce que c'est pas l'aveu déjà, le constat avant même qu'elle ait lieu de l'échec de cette politique, c'est-à-dire que c'est l'argent roi et que finalement, il n'y a pas une personne sensée pour vous dire qu'il est cohérent de faire une Coupe du Monde là-bas, ne serait-ce parce qu'on est obligé de la programmer en mois de novembre-décembre, ne serait-ce que parce qu'il y a eu tout un tas de corruption, tout un tas d'excès dans les travaux, etc. Donc c'est, j'allais dire, déjà un échec pratiquement, si on le regarde avec un peu de recul, avant même qu'elle ait lieu. Et puis, l'exemple sur lequel j'aimerais que vous rebondissiez, c'est le Brésil. Parce qu'on a donné, on a promis un avenir riant, rayonnant au Brésil, avec cette Coupe du Monde, avec ces Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, le constat, il est catastrophique. Donc, est-ce que, justement, cette force du sport dans la géopolitique ne doit pas être totalement revue avec un autre logiciel pour se dire que finalement, tout ça n'est qu'un leurre ? Écoutez, je vais commencer par répondre à la deuxième question, la dernière que vous venez de poser, justement, parce qu'elle est vraiment intéressante. C'est que, de mon point de vue, le sport, c'est une arme de soft power à double tranchant. C'est-à-dire que si cette arme est bien maniée, finalement, elle peut amener aux dirigeants du pays qui accueille tel ou tel événement une aura favorable à l'étranger ou à l'échelle nationale, auprès de leur audience locale, disons. Mais si elle est mal maniée, comme ça a été le cas notamment au Brésil, mais comme ça a été le cas aussi dans d'autres pays, comme ça a été le cas par exemple aussi en Russie pour les JO de Sochi, en réalité, ces événements vont cristalliser des critiques à l'échelle planétaire et finalement l'image du pays ne ressortira pas glorifiée, disons, mais elle sera au contraire mise au banc des puissances occidentales qui auront utilisé l'événement finalement pour essayer de mettre à jour tel ou tel problème dans tel ou tel État. On sait notamment récemment au JO de Pékin d'hiver, où en fait on a beaucoup plus parlé du problème des Ouïghours au Xinjiang que des performances sportives des athlètes. En fait. C'est là qu'on voit que c'est un outil de sport à double tranchant qui, s'il est mal manié, s'il est mal utilisé, il peut se retourner contre son pays. Et là, je parlais même économiquement. Il s'est retourné contre le pays économiquement. Parce que les investissements faits pour les Jeux Olympiques, derrière, n'ont eu aucun impact. Les grandes entreprises internationales qui étaient présentes pour les Jeux Olympiques, aujourd'hui, je ne pense pas qu'elles aient développé beaucoup de business dans ces pays-là. Effectivement. C'est typiquement, en fait, les championnats du monde, les Coupes du monde de football au Brésil et les JO qui se sont déroulés il y a quelques années en 2016 sont l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'en fait, les infrastructures sportives ne sont pas aujourd'hui réutilisées, elles sont devenues véritablement ce qu'on appelle des éléphants blancs. Finalement, les investisseurs, puisque l'économie du Brésil ne se porte pas si bien que ça, les investisseurs ne viennent pas, n'accourent pas au Brésil pour pouvoir justement faire des affaires. Donc, on est face aux limites du sport, aux limites du sport power. Et finalement, ce qui va se passer au Qatar dans quelques mois sera peut-être en fait le chant du cygne de ces événements sportifs donnés aux États autoritaires ou semi-autoritaires qui tentent d'utiliser le sport à des fins de puissance, puisque on l'a vu encore récemment avec la Russie qui a été exclue justement du sport mondial il y a quelques semaines de ça, durant la guerre en Ukraine. En réalité, on sent bien que le CIO et la FIFA ne sont plus tout à fait en accord, d'un point de vue idéologique en tout cas, avec le fait que ces événements sportifs, leurs événements sportifs, puisque le CIO est propriétaire des Jeux Olympiques finalement, puisque la FIFA est propriétaire des mondiaux de football, ces institutions sportives ne sont plus forcément en accord avec le fait que leurs événements se déroulent dans des États où, pêle-mêle,
on a un pouvoir qui va faire la guerre ou envahit un État voisin, où le droit de certaines minorités ne sont pas respectés, etc. etc. Alors, Alain Arvin-Méraud, je vais essayer de faire une première transition qui va être hyper pessimiste. C'est de se dire que dans les pays classiques, les populations sont remontées contre ces grandes manifestations parce qu'elles ont maintenant l'image une image négative par rapport à l'écologie, par rapport aux dépenses et au gigantisme. Et puis les pays autres, totalitaires et autres, on est en train de s'apercevoir qu'il faudra arrêter de jouer avec ça. Donc, ça ne me rend pas forcément optimiste sur ce sport de 2050. Eh bien, écoutez, oui, ce que vient de dire notre ami Lucas est tout à fait exact sur le Qatar, encore que j'ajouterai un complément sur ces analyses qui concernent les pays totalitaires. Le CIO s'étant rendu compte que, bon, il y avait peu de candidatures, a supprimé une de ses exigences qui était que ces pays qui devaient accueillir les Jeux devaient avoir un taux de pratique sportive, ce qui revenait finalement à toujours arroser là où c'est mouillé. Donc il a abandonné ce principe de sacro-saint pour effectivement continuer à avoir les Jeux. Mais quand on regarde de près, c'est un paradoxe qui est mortifère pour le CIO. Parce que si on donne les Jeux à des pays indépendamment de la qualification totalitaire où il y a peu de pratiques sportives, je veux dire, ça ne fait que isoler le mouvement olympique. Et il y a un autre aspect sur lequel on n'a pas insisté, c'est que le CIO, bien sûr, en est conscient, et notamment, il est conscient du peu d'intérêt que manifeste la jeunesse. Quand vous voyez les statistiques sur les tranches d'âge qui regardent les Jeux olympiques, ça diminue régulièrement entre 16 et 25 ans, et ça augmente après pour atteindre des chiffres importants, 45, 60 ans et au-delà. Et c'est la raison pour laquelle il n'a cessé de rajouter des sports type surf, glisse, qui étaient des sports qui n'étaient pas pour autant connus sur toute la planète, mais comme il a été dit tout à l'heure, c'était des sports qui étaient pratiqués dans les BRICS. Donc le CIO aujourd'hui est vraiment confronté à son destin, et pour l'avenir, moi je pense personnellement qu'il faudra abandonner non pas les Jeux, mais cette idée d'une candidature, d'une guerre de candidature, alors non pas pour aller à Olympie, peut-être comme le proposait Coubertin, ce qui serait pas tenable, mais peut-être pour organiser les Jeux sur la planète, vraiment sur la planète, sur plusieurs pays, et à partir de là, mobiliser les opinions, développer la pratique sportive, ce qui n'enlèvera rien au titre de champion olympique. Bon. Alors, on n'est pas en train de tuer les Jeux Olympiques, mais on est en train de se dire comment, au contraire, les Jeux Olympiques et le sport mondial peut évoluer. Parce que c'est vrai que le lieu unique qui pose tous les problèmes qu'on vient de soulever, géopolitiques, écologiques, est peut-être à remettre en question pour faire une grande fête du sport, mais qui serait relayée par les moyens modernes de communication. Est-ce que ça vous semble réaliste ? En tout cas, c'est des pistes à creuser. Quand on prend le bilan carbone d'un grand événement sportif, hors construction, la construction est un gros poste d'émissions de gaz à effet de serre, mais sur les grands événements où il n'y a pas besoin de construction, le plus gros poste, à 80%, c'est les transports. Et en grosse partie, ces 80% sont dus au transport aérien. Donc à un moment donné, quand on a des objectifs comme celui qui est donné et signé par pas mal d'organisateurs et de grandes instances du sport de l'ONU, de la Climate Action Programme de l'ONU, qui donne une réduction de 50% à 2030, on voit bien qu'il va falloir à un moment donné s'affranchir de l'utilisation des énergies fossiles. Il va falloir qu'on arrive à réduire cette part-là, sinon on n'arrivera pas à atteindre cette... Et ces signes-là, est-ce que ce n'est pas justement la recette pour aller chercher les jeunes ? Des jeunes qui sont souvent un peu, vous le disiez très bien Alain il y a quelques instants, on est plus vers le surf, vers des sports nature, et ces jeunes-là qui sont passionnés par ces sports-là, je pense, n'ont que faire de voir des milliers de personnes arriver en avion, et peut-être vont-ils se révolter contre ça et accepter une autre forme. En tout cas, c'est sûr qu'il commence à y avoir une inacceptabilité de ce trafic et de ces grands événements qui
qui ont une image qui peut paraître décalée par rapport à la réalité de l'urgence environnementale et qui, du coup, fait un sentiment d'inacceptabilité de ces grands événements. Donc, attention de ne pas montrer du doigt que le sport. Tous les plus grands congrès, tous les grands rassemblements hors sport ont déjà entamé cette mue ou sont conscients de ce type d'évolution nécessaire? Ah oui, il y a évidemment des transformations. Paris 2024 est un bon exemple. Dès la conception, il y a eu cette réflexion de dire si on les fait au bénéfice de quel projet de société. Et si on arrive, si le COJO arrive à tenir l'alignement avec l'accord de Paris, c'est-à-dire à moins 50% par rapport au JO de Londres, c'est parce que dans son concept même, il a imaginé un événement où on ne construit pas, où on essaye d'optimiser l'ensemble, aussi parce que le cahier des charges du CIO a évolué et a réduit les jauges obligatoires suite aux travaux qui ont été faits de l'agenda 2020, mais c'est des transformations qui existent et qui sont de plus en plus présentes. Oui. Qui provoquent des remous, des basketteurs notamment, qui ne veulent pas aller jouer dans une halle alors qu'on aurait pu construire une nouvelle salle. Ceci explique aussi cela. Oui, et puis il y a question de l'impact direct que le sport a sur l'environnement. Donc on parle climat, mais il y a aussi l'impact sur la biodiversité, sur l'ensemble des écosystèmes et notre système agricole en état. Il y a aussi une question. En fait, je vais reprendre l'idée de l'arme à double tranchant. Le sport et le spectacle sportif, j'inclus les messages des personnalités sportives sur les réseaux sociaux, la publicité des grandes marques de sport, et façonnent nos modes de vie. Ils façonnent nos comportements, ils construisent nos idéaux de pratique, nos idées de réussite sociale. C'est grâce à la publicité et les échanges de valeurs qu'on peut avoir à l'adossement de marques de véhicules avec d'autres grands événements qui fait qu'on est attiré par un modèle de société. Et ce rôle-là, en fait, il peut être le rôle que le sport a là-dessus, c'est qu'il influence un mode de vie qui n'est pas forcément compatible avec les enjeux environnementaux. D'accord. Et cette puissance qu'a le sport d'influencer, il est à double tranchant parce qu'il va falloir qu'on choisisse, entre guillemets, quel mode de vie on veut promouvoir à travers notre spectacle sportif, à travers nos grands événements. Est-ce qu'on est sur un mode de vie qui va être impactant pour l'environnement et qui, du coup, in fine, va être impactant pour nos modes de vie et nos pratiques sportives? Ou est-ce qu'on commence à faire une transition, un virage, où on promeut un mode de vie qui, peut-être, n'est pas allé pratiquer à l'autre bout de la planète tel et tel sport parce que le spot est beau et qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux? Alors, j'aimerais maintenant, notamment avec vous, Lucas, qu'on s'intéresse à deux cas, le cas de la Russie et de la Chine. Alors, le cas de la Russie est évidemment d'actualité. On parle beaucoup de sanctions par rapport à la Russie, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Est-ce que le sport entre, évidemment, je ne fais même pas une question, c'est une évidence, le sport entre dans ce schéma-là. Et aujourd'hui, l'impact géopolitique du sport, de la politique sportive vis-à-vis des États qui se mettraient ainsi en faute, est plus réel que jamais, selon vous? Ah oui, complètement. Il y a eu une succession de prises de décision à l'encontre de la Russie de la part des organes du sport international qui a été quasiment sans précédent. Alors, on avait vu effectivement la Yougoslavie en 92 et l'Afrique du Sud en 1970 être exclus du mouvement sportif mondial, mais ça n'avait jamais été le cas d'une grande puissance sportive, en tout cas d'une puissance sportive majeure. La Russie est régulièrement dans le top 5 des plus grands pays du sport, etc. Aujourd'hui, suite à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le CIO, la FIFA, l'UEFA, l'AF1 ont décidé d'appeler au boycott de la puissance russe d'un point de vue sportif. Et donc, ça faisait suite effectivement aux sanctions diplomatiques et économiques que connaissait le pays. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, le CIO et la FIFA se refusaient de prendre des décisions politiques à l'encontre des États, puisqu'ils disaient justement qu'elles devaient être neutres, apolitiques, elles devaient finalement faire la passerelle entre les États autoritaires, les États en guerre, les démocraties pacifiques, etc. Là, finalement, cette situation marque un précédent dans l'histoire du sport. C'est-à-dire que plus rien ne sera pareil. Maintenant, est-ce que le CIO et la FIFA vont prendre leurs responsabilités à nouveau encore et encore? C'est difficile de le dire. Alors Lucas Aubin, ça me permet de rebondir vers la Chine, parce que la Chine, visiblement, dans son dessin politique et géopolitique,
a mis le sport au centre quasiment de ses objectifs. Elle veut être la principale nation sportive du monde d'ici 25 ans. C'est ça. Alors ça a été annoncé par Xi Jinping en 2013, à l'époque, au moment où il avait aussi annoncé les fameuses nouvelles routes de la soie qui doivent redessiner l'économie planétaire finalement. Et l'un des objectifs de Xi Jinping, outre le fait de devenir la première puissance économique, la première puissance militaire de la planète, c'est aussi de devenir la première puissance sportive. Et pour cela, tout est mis en œuvre actuellement et a été mis en œuvre déjà en fait depuis les années 80-90 en réalité. L'objectif, c'est véritablement de créer des générations de sportifs capables de rivaliser avec les plus grands sportifs de la planète, donc sportifs américains, sportifs russes, sportifs plus largement occidentaux, etc. Et le but avoué de Xi Jinping, c'est également d'ici 2049, pour fêter le centenaire de la révolution chinoise maoïste de 1949, justement, c'est d'accueillir un mondial de football, c'est également le remporter. Et pour ça, toute une politique footballistique a été mise en place en Chine, justement, afin de réussir à réaliser cet objectif. Et évidemment, c'est d'autant plus frappant en Chine que la culture footballistique est très peu développée, en fait. Elle est en train d'être développée, elle est en train d'être construite quasiment ex nihilo. Et est-ce que ça va fonctionner? C'est évidemment trop tôt pour le dire, mais justement, pour répondre à la question, au thème de votre émission, à quoi ressemblera le sport en 2050? Ce qu'on peut dire, c'est en tout cas jusqu'en 2049, il faut s'attendre à voir la Chine chercher à performer dans tous les sports, a fortiori dans le football, pour s'imposer comme l'une des principales, si ce n'est la principale puissance sportive de la planète. Jusqu'au jour où la FIFA va dire « Nous avons sanctionné la Russie par rapport à l'Ukraine, quid des Ouïghours ?» Et là, on peut avoir aussi, vous le disiez un peu tout à l'heure, on boucle la boucle, ça va être, si j'ose dire, assez touchy de gérer les puissances qui jouent un peu avec les droits de l'homme ici ou là. Tout à fait, et c'est pour ça qu'on va se poser la question à un moment donné de savoir si est-ce que le sport mondial, le mouvement sportif mondial, qui était l'apanage, je le répète, des puissances occidentales au XXe siècle, est-ce que ce mouvement sportif ne va pas redevenir en fait l'apanage des puissances occidentales dans quelques années, puisque justement il y a ce précédent russe qu'on a évoqué. C'est difficile de le dire parce qu'effectivement on a du mal à imaginer aujourd'hui le CIO se passer d'une bonne partie des nations planétaires, puisque évidemment une bonne partie des pays ne sont pas des modèles de démocratie. Comment faire pour les exclure du mouvement sportif mondial, ça paraît compliqué. Donc on est face à ce moment un peu charnière actuellement. Et on a quelques pistes, notamment du côté russe, par exemple, où on peut voir le Kremlin, par l'intermédiaire de Vladimir Poutine et du ministère des Sports, chercher, par exemple, à créer un microcosme sportif alternatif. Et on a entendu récemment, notamment, des rumeurs disant que Roman Abramovich, l'oligarque russe proche de Vladimir Poutine, serait en quête de créer justement, par exemple, une compétition footballistique parallèle, une sorte de Champions League, les versions eurasiatiques qui inclurait des équipes chinoises, mais aussi des équipes biélorusses, largement post-soviétiques et membres de la CEI, donc de la communauté des États indépendants, qui sont généralement proches de la Russie. Donc voilà, ça peut être une autre piste, à savoir, finalement, puisque le mouvement sportif occidental, international, plutôt occidental, n'intégrerait potentiellement pas les pays autoritaires, alors ceux-ci créeraient de leur côté leur microcosme sportif. Merci Lucas Aubin. Je reviens avec Alain Arvin-Béraud sur un autre sujet qui pourrait paraître anecdotique, c'est le sujet de la nationalité. On a quand même vu des choses, moi qui personnellement, qui suis un peu à l'ancienne, m'ont un peu choqué. C'est l'histoire de l'équipe de handball du Qatar. On a vu quand même des règlements évoluer et permettre au Qatar d'afficher une équipe de handball où 2 joueurs seulement étaient natifs du pays, un peu comme dans un club plutôt que dans une nation, et voir 15 jours plus tard, ces joueurs redevenir égyptiens, espagnols, français. Est-ce que c'est une évolution? Est-ce qu'il ne va pas falloir mettre le holà à tout ça? Ou alors la notion de drapeau, si tant est qu'on doit la défendre, la notion de drapeau et de nationalité dans les grandes compétitions internationales aurait plutôt tendance à s'effriter. Est-ce que c'est le sens de l'histoire? Je ne pense pas que ce qui s'est passé au Qatar avec le handball soit forcément dans le sens de l'histoire. Par contre, donc on parle du Qatar. Là, il ne s'agit pas des Jeux Olympiques, il s'agit de la Fédération internationale de handball.
Donc, vous voyez aussi comment les structures faîtières des différentes disciplines sont confrontées à la nécessité de développer leur sport sur la planète. Je vous rappelle que le handball, c'est un sport qui est toujours olympique, mais qui est ultra minoritaire sur la planète. Et Samaranch l'avait dit en son temps. Et donc, chercher à tout crin à augmenter ses effectifs, comme l'a fait le handball, ça conduit forcément à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à greffer des athlètes, des entraîneurs, sachant quand même que du côté occidental, les règlements, notamment de la FIFA et d'autres du rugby, n'ont cessé d'évoluer pour accepter soit des nationalités étrangères comme dans le football, en les limitant, soit avec des phénomènes de naturalisation. C'est parce que la bulle du sport professionnel, qui est un sport de représentation, nécessite chaque fois, pour assurer le spectacle, de renouveler les enjeux, de renouveler les compétiteurs, d'où l'échec, par exemple, du projet des grands clubs de foot en Europe qui voulaient faire leur championnat uniquement entre eux, Real de Madrid, etc. et tout. Donc, ça fait partie concrètement des conditions d'évolution. Alors, je ne pense pas que la nationalité soit remise en cause pour autant. Je ne pense pas. Alors, soyons un peu optimistes. Vous parliez tout à l'heure de sports qui intéressent les jeunes, comme le surf, etc. On a remarqué quand même qu'il y a une approche de la compétition chez cette tranche d'âge, qui est souvent d'ailleurs très concernée par l'écologie, qui n'est plus du tout la même. Donc, on est là pour être ensemble, pour concourir ensemble, et finalement, celui qui n'est pas médaillé n'est pas effondré comme dans d'autres sports. Est-ce que c'est une évolution vers laquelle on pourrait aller, vers une approche du sport un peu différente? Maël pour commencer, et ensuite notre philosophe maison, Alain Arvin-Véraud. Alors, je ne suis pas sociologue du sport, mais moi, l'impression que j'ai, c'est qu'effectivement, on commence à assister vers une glorification de sportifs qui ne sont pas forcément médaillés et qui ne vont pas forcément vers la compétition. Et il y a de plus en plus de sensibilité à l'histoire qu'on raconte, à l'événement, à l'aventure qu'on vit. Alors, en filigrane de ma question, il y a le dopage, évidemment, parce que le dopage, c'est pour terminer premier. Or, cette nouvelle approche du sport qu'on trouve chez les jeunes peut-être, je dis bien, j'essaie de trouver un petit volet optimiste dans cette émission, mais peut-être que les jeunes ont une approche différente à la Arvin-Véraud qui peut justement balayer peut-être le sport à l'ancienne où on est prêt à écraser tout le monde pour terminer premier. C'est incontestable. Vous le voyez. Merci. Par exemple avec les sports de neige, l'apparition de toutes les disciplines, donc ski de boss avec notre grand champion olympique, super conférencier Edgar Azro-Piron, mais vous le voyez dans toutes les épreuves qui se développent maintenant aux Jeux olympiques d'hiver, où le ski alpin, qui est toujours pour nous bien évidemment une grande discipline, le ski alpin n'occupe plus la première place. Et ce que vous avez dit est très juste, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, au lieu d'avoir des rivalités ou des bouderies entre athlètes, nous avons des embrassades entre tous les compétiteurs. Parce que le sport aujourd'hui, l'essentiel, et là je suis quelque peu en désaccord avec nos amis, c'est pas le sport qui fait la société, Patrick Chen, c'est la société qui fait le sport. Il y a un sport sociétal. 2 exemples précis. Le futsal, quand il a démarré le futsal, il a démarré hors les fédérations de football. Il a même été boycotté, etc. et tout. Au résultat, l'UEFA fait une compétition internationale de futsal. Vous voyez ? Donc, ces disciplines que les jeunes créent, non pas de toutes pièces, et pas parce qu'il y a du commerce, parce que la loi oblige et les mœurs décident. L'exemple sur lequel vous allez arriver, puisque ça fait partie de votre réflexion, sur l'économie. Donc, j'en parlais avant cette émission avec un expert international, Michel Briswater. Aujourd'hui, l'économie du sport dans le monde représente la partie vente de produits sportifs. 500 milliards de dollars. Ça représente la moitié de la totalité de la dépense sportive dans le monde, qui est composée du sponsoring, qui est composée de la billetterie, qui est composée des droits TV et de quelques services.
Donc la réalité sociétale et économique du sport aujourd'hui n'est plus celle au travers duquel on regardait le sport. D'ailleurs, les enquêtes aujourd'hui, c'est frappant, j'arrêterai là. Les enquêtes aujourd'hui, c'est frappant quand elles disent, quand elles demandent aux personnes interrogées, est-ce que vous faites du sport? Elles se sont rendues compte, ces organismes se sont rendus compte, qu'en fait, on en arrivait à la définition qu'est le sport, c'est ce qu'il désigne comme tel. Vous voyez, alors qu'on était dans une époque où le sport avait toujours son label. Il a toujours son label, mais la matrice sportive a considérablement évolué vers le bien-être, la convivialité, et à tous les âges, hein. Ce qui pourrait donc provoquer l'évolution des compétitions. Une notion quand même, on aurait pu dire qu'en 2050, puisqu'on se projette vers l'avenir, on aura une place accrue pour les femmes. Eh bien, on peut dire, et on peut s'en réjouir, que le travail a été fait, puisque ça a mis très très longtemps, mais qu'en 2024, on aura exactement le même nombre de compétiteurs que de compétitrices. Et il y aura une égalité totale, alors que dans les années 80, on en était encore très très loin. Merci, je vais remercier Lucas Aubin, géopolitologue à l'IRIS, spécialiste de la géopolitique du sport et de la Russie. Merci de nous avoir éclairé, Lucas, sur ces questions de géopolitique qui vont avoir un impact tellement important dans le sport dans les années à venir. On va dans quelques instants accueillir un dernier invité, David Smetanine, avec qui on évoquera l'évolution du sport à travers le handisport justement, qui a enfin trouvé sa place. Mais quelle sera-t-elle dans les prochaines années? On va essayer de le déterminer ensemble et on jettera un dernier œil évidemment sur l'écologie, sur le réchauffement. On parlera peut-être même des internationaux d'Australie où on joue à plus de 40 degrés en mettant même peut-être en péril la santé des athlètes. On y revient dans quelques instants. Merci de rester avec nous. Troisième et dernière partie des grandes questions du sport. Vous êtes toujours avec nous et vous avez bien raison, car maintenant on va essayer de se projeter encore plus sur cette fameuse année 2050, savoir ce que seront devenus les sports. On va revenir évidemment sur l'impact écologique et puis on va s'intéresser au handisport, mais pas seulement, avec notre invité qui nous a rejoint, vous le voyez là à l'écran, David Smetanine, nageur, multiple médaillé paralympique et créateur d'une fondation handisport au Cameroun. David, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, je vais vous laisser nous raconter où vous êtes, parce que tout à l'heure, on parlait de l'influence sur l'aménagement du territoire des Jeux. C'était un des seuls points positifs d'ailleurs qu'on arrivait à souligner pour les années à venir. On parlait des infrastructures, de l'aménagement du territoire, et on donnait comme exemple Grenoble. Et vous êtes à Grenoble dans un lieu assez symbolique, on va dire. Exactement. Bonjour tout le monde. Je suis sur le parc Paul Mistral, ce parc qui a accueilli les Jeux de 68. Derrière moi, on distingue l'anneau de vitesse, du moins les tribunes, ce qu'il en reste. Et je suis adossé à la halle Clémenceau, qui était l'ancienne patinoire d'entraînement des joueurs de hockey sur glace et des patineurs de 68, puisque les événements, les épreuves avaient lieu, les matchs avaient lieu au Palais des Sports, qui est juste derrière nous, dans ce grand parc Paul Mistral du centre-ville de Grenoble. Voilà, le poumon olympique et le poumon vert de la ville. Avec un gros impact sur l'histoire même de la ville. Ces Jeux de Grenoble ont beaucoup compté dans l'évolution de cette ville de Grenoble. On va évoquer maintenant le handisport. On disait tout à l'heure, en évoquant les femmes, que la parité était enfin atteinte lors des Jeux Olympiques de 2024. Pour le handisport, beaucoup de chemins ont été parcourus également, puisqu'on a déjà désormais une exposition médiatique, on a du monde dans les salles. David, quel regard vous portez aujourd'hui, avant de parler de l'avenir, sur ce handisport justement? Est-ce qu'il a trouvé sa place? Est-ce que mon analyse n'est pas trop optimiste? Non, il faut être optimiste et je vous en remercie d'ailleurs. C'est très important dans le sens où le sport handicap, c'est aussi le sport santé, c'est aussi une prise de conscience que l'activité physique et sportive est avant tout synonyme de bonne santé. Il y a l'aspect compétitif qui est mis en avant, notamment lors des Jeux paralympiques et enfin mis en avant lors des Jeux paralympiques, notamment parce que nous avons bientôt les Jeux de Paris 2024 qui arrivent. Mais c'est très bien de le voir dans ce sens-là et de façon aussi objective et aussi positive, simplement parce que je crois qu'en effet, ça démontre simplement que le sport s'adresse à tous, qu'il est universel et que quelles que soient nos différences, nos couleurs de peau, notre handicap ou sans handicap, voilà, on peut pratiquer le sport, bien entendu. Donc c'est une bonne chose et je dis souvent que au-delà de Noël, il reste peut-être que les Jeux Olympiques et Paralympiques qui restent vraiment sains ou objectivement quelque chose de festif qui rassemble le monde entier. Donc il faut prendre les choses dans ce sens-là, au contraire.
J'en suis tout à fait favorable. Alors, l'évolution technologique, est-ce qu'on va passer maintenant à une nouvelle phase? Parce qu'on portait avant un regard sur les Jeux paralympiques ou sur le sport handicap, où on disait parfois, avec ces phrases qui m'horripilaient, quel courage, c'est formidable. Aujourd'hui, on parle de performance, on parle de technologie. On arrive à avoir un record du monde de saut en longueur, battu par Marcus Rem en 2018. On arrive à avoir, Pistorius qui s'est rendu célèbre pour d'autres raisons, mais qui allait quand même, qui avait pratiquement un avantage avec ses prothèses dans le sprint. Est-ce que ce côté technologique va prendre un peu le pas dans les années à venir, à votre avis? Je pense qu'il doit être au service de la performance, c'est incontestable. Ne pas occulter le fait que les hommes qui s'entraînent sont les premiers acteurs de leur performance. Mais qu'en fait, bien sûr, la technologie évolue avec le sport comme elle a évolué depuis toutes ces années au niveau olympique. Et elle doit aussi évoluer au niveau paralympique, c'est évident. Vous avez cité tout à l'heure, Oscar Pistorius, bien sûr, qui a été demi-finaliste sur 400 mètres en athlétisme, ou Marcus Rem, qui est une référence en saut en longueur. Mais derrière ces lames de carbone que l'on voit à l'écran, il y a aussi des acteurs du sport qui ont des cuisses bien musclées, qui poussent très très fort pour avoir la restitution d'énergie. Donc, ce n'est pas un outil qu'on utilise comme ça du jour au lendemain, que monsieur, madame, tout le monde peut utiliser non plus. Le contexte est important dans le cadre de la performance, mais voilà, c'est quelque chose qui doit évoluer en son temps, comme l'a fait la Formule 1, comme l'a fait le cyclisme avec des vélos plus performants, comme on a pu le faire nous-mêmes en natation avec des combinaisons de course pendant un certain temps. C'est quelque chose qui évolue de façon tout à fait cohérente et c'est important, je pense, pour la visibilité, pour les contrats de marketing qu'on peut avoir, pour l'engagement qu'on peut avoir avec les entreprises aussi, et puis pour améliorer la performance de nos sportifs, tout simplement. Maël Besson, je reviens avec vous, expert en transition écologique. J'aimerais citer David Goldblatt dans le livre Playing Against the Clock. Le sport a le pouvoir d'atteindre un grand nombre de personnes qui n'écoutent pas les scientifiques ou les politiciens. Ça peut être un outil puissant dans la politique climatique. Vous partagez ça ? Ouais, complètement. Quand je disais le sport façonne nos modes de vie, en fait, il façonne nos modes de vie par sa puissance d'exemplarité. Donc, il peut l'influencer dans un sens comme dans un autre. Donc, il y a vraiment cette question de dire comment on arrive à toucher des publics, à embarquer sur des sujets qui ne sont pas évidents, mais comment on fait rêver avec des enjeux environnementaux, avec les actions qu'on va devoir prendre. Est-ce qu'on peut dire que le ski alpin, par exemple, pourrait disparaître des Jeux à cause du dérèglement climatique ? Et c'est sûr qu'il y a une baisse du taux d'enneigement qui remet en question la discipline et l'essor de la discipline. Dans un monde à plus 2 degrés, on n'aura plus que 30% des stations dans les Pyrénées qui auront un enneigement artificiel suffisant. Si un monde à plus 4 degrés, en fait, on n'a plus aucune station en fait, qui, dans les Pyrénées qui auront un enneigement suffisant pour pouvoir pratiquer. Et ça, on le retrouve, les conséquences du dérèglement climatique sur le sport, on le retrouve sur plein de sujets, sur le sport de tous les jours. Dans un monde à plus de 2 degrés, on va avoir jusqu'à 24 jours par an supplémentaires où il fera plus de 32 degrés, où donc la pratique risque d'être déconseillée. Si on arrive à une trajectoire, à un réchauffement à plus 4 degrés, on est jusqu'à 2 mois de plus par an, où en fait il fera 32 degrés, et plus, et on ne pourra plus pratiquer. Ça aura des impacts aussi sur le gazon, nos terrains engazonnés. Clairement, il n'est pas capable d'encaisser des pics de chaleur sur des périodes de plusieurs jours, en plus qui arriveront sur des moments où on a des restrictions en eau. Donc oui, on va avoir ces conséquences du dérèglement climatique. Alors, essayons de conclure. On va prendre le temps sur ce sport tel qu'il pourrait être en 2050. On a parlé de géopolitique tout à l'heure, avec les grands blocs qui vont se créer, avec peut-être les blocs de pays autoritaires ou dictatoriaux qui vont créer leurs propres manifestations, puisque exclus par les grandes fédérations et autres des compétitions. Revenons un peu à la philosophie même du sport. Et je vais me tourner à nouveau vers Alain Arvin-Véro. Est-ce que finalement, ce n'est pas le sport plaisir, le sport amateur qui va rafler la mise parce qu'il ne sera pas justement confronté à toutes ces problématiques de bilan carbone, de grandes compétitions, etc. Oui, tout à fait. Il a commencé déjà à rafler la mise, je vous le disais tout à l'heure, au niveau des pratiques outdoor, mais c'est effectivement le devenir du sport qui sera autour du plaisir, du bien-être, du ludique, d'ailleurs qui était dans la matrice du sport originel, parce que
c'est pas né comme ça du jour au lendemain. Il y a toujours eu cette question du jeu, du plaisir, même si à la fin du 19e, c'était les classes aisées qui avaient confisqué, entre guillemets, le sport parce que c'était leur loisir, qu'après on a eu les avancées du Front populaire sur les vacances et sur cette pratique du sport en plein air. Et aujourd'hui, on le voit par exemple avec des fédérations, je prends une fédération comme la FSGT qui ne peut plus s'appuyer sur sa culture ouvrière d'origine avec la CGT. Eh bien, c'est une fédération qui continue d'exister et voire qui se développe comme d'autres fédérations omnisports parce qu'elles offrent plusieurs types de pratiques à leurs adhérents et qu'aujourd'hui, tout au long d'une vie, on change de pratique. On peut avoir été un athlète de haut niveau, un athlète moyen, et on va continuer de faire du sport. Or, la question essentielle, c'est de faire du sport le compagnon de toute une vie qui respecte la nature. Alors, Alain Arvin-Béraud, je suis sûr que ces paroles ont un raisonnement, une résonance chez David Smetany. Vous êtes le seul d'ailleurs autour de cette table, un athlète de très haut niveau, vous êtes multiple médaillé olympique. Deux questions. Est-ce que ça vous parle de dire que finalement il va falloir revenir un peu au sport loisir et éviter le tout compétition? Et ma deuxième partie de question, est-ce que vous seriez capable d'envisager ce qui a été évoqué tout à l'heure lorsqu'on parlait du sport dans les années 2050, de faire des Jeux Olympiques où, pour éviter des milliards de kilomètres faits en avion, où chacun finalement concourrait peut-être dans son pays avec un esprit olympique et puis des échanges par des voies aujourd'hui modernes de communication. Est-ce que tout ça vous choque? Est-ce que tout ça vous parle? Autour de moi, j'ai une personne qui est sénateur et aussi directeur de la commission sport au Sénat et avec qui on a réussi à faire enfin passer une loi qui concerne la démocratisation du sport en France. C'est pas une petite avancée, c'est quelque chose de très important, c'est un peu le b.a.-ba finalement. On a eu du mal à le faire passer à l'Assemblée nationale, ça a enfin été voté et puis maintenant au Sénat, ça démontre clairement que le sport doit être un argument et un outil quotidien pour tout le monde. Un outil de bienfait, un outil d'épanouissement, un outil de performance que l'on peut retrouver à la fois dans l'entreprise, mais à la fois chez monsieur, madame, tout le monde, quel que soit l'objectif. Quant à la deuxième partie de la question, je ne suis pas spécialement favorable à tout ce qui est sport en distanciel. Au contraire, cette période que sont les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques doivent continuer à rassembler les gens du monde. On a des solutions, je pense, pour réduire les taxes carbone, trouver des solutions pour avoir des Jeux qui sont encore plus éco-responsables. Et je dirais simplement qu'il y a un outil où on peut réformer profondément notre pays et le monde entier dans les prochaines années, bien le sport, autant sur le plan social que sur le plan économique, que sur le plan environnemental. Donc, accordons une place au sport, une vraie place au sport, en tout cas en France, dans notre pays, je le souhaite de tout cœur. Merci en tout cas. Un dernier mot pour Maël Messon. Je vais simplement vous demander de faire un peu de politique fiction. C'est quoi pour vous le sport en 2050 ? Un sport qui s'est adapté mais aux conséquences et aux évolutions de nos climats et de notre environnement, mais aussi géopolitique. Et de toute façon, le sport a toujours évolué et ça sera un sport qui aura été capable d'anticiper le contexte environnemental et géopolitique futur. À vous, Alain Arvin-Béraud, vos Jeux Olympiques de 2050, bon, soyez honnêtes, on a peu de chance de les voir, mais comment les imagine-t-on ? Écoutez, dans l'ordre d'idées qui vient d'être évoqué, il faut effectivement que cette question-là soit posée au CIO. Comment imaginez-vous les Jeux en 2050 ? Et il y a un rôle important, du CIO, du mouvement sportif. Et encore une fois, je répète que c'est la société, les individus. Et je ne suis pas pour parler d'individualisme, je suis pour parler d'épanouissement personnel qui n'enlève rien à l'attachement à une société, à un club, quelle que soit une communauté. Donc l'avenir s'écrira avec ce sport libre, ce sport ouvert et respectueux. Il faut de la liberté dans le sport, beaucoup plus de liberté encore qu'il n'y en a aujourd'hui. Voilà, merci à tous, merci à David, Alain, merci à vous également Maël. Le sujet n'était pas facile, mais en tout cas on a pu mettre le doigt sur tous les dangers qui guettent le sport, mais je crois que
depuis quand même bien longtemps, le sport a toujours su s'adapter. Alors c'est vrai qu'on va faire un petit tour au Qatar pour la Coupe du Monde de football, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais en tout cas, on a un avenir qui peut quand même être riant. Merci en tout cas de nous rester fidèles, à bientôt pour une nouvelle émission qui traitera une nouvelle fois de ces grandes questions du sport. Merci.